voilà, voilà. Les équipes techniques et moi-même sommes sur ce plateau depuis 11 heures ce matin, sans interruption. Je pense qu'après le dernier plateau qui aura lieu à la suite de celui-ci, il ne restera que 2 petites flaques d'eau sur le plateau. Il fait très chaud ici, très très chaud. Voilà, je suis très heureuse d'accueillir un nouveau libraire, une nouvelle libraire, enfin une nouvelle. Elle a déjà travaillé ici au Festival America, mais je veux dire nouvelle sur ce plateau, puisque c'est son premier plateau pendant ce festival. Ils en ont un chacun, ils ont été, je crois, ils seront au total, je crois que c'est 18 à se succéder, à venir vous donner envie de continuer la rencontre des auteurs à travers leurs livres, donner envie de lire. C'est le principe de ce Café des libraires. Moi, je ne suis pas libraire, mais je suis très admirative de leur travail. Je suis toujours heureuse de participer à cette aventure. Alors, Into the Wild, je vous ai dit, on va prendre une grande bouffée d'air frais avec ce plateau. Et pour le présenter, Sophie Quetteville. Alors, j'ai dit que moi, je n'étais pas libraire. Elle l'a été. Alors, libraire d'un jour, libraire toujours. Hein, voilà. Même si maintenant elle se consacre beaucoup plus à l'animation de rencontres comme celle-ci. Nous avons sur ce plateau Pete Fromm qui est juste à la droite de Sophie, qui va nous parler de son dernier livre paru en français chez Guy Meister, traduit par Laurent Bury et qui s'intitule Le nom des étoiles. À côté de moi, Dan O'Brien, qui est traduit par Walter Grip et qui va nous parler de ce livre. Alors, on va s'intéresser plus longuement à ce livre, Wild, qui est sorti aux éditions Au Diable Vauvert. Mais sachez qu'on dira un mot quand même. Il y a un recueil de nouvelles qui vient de paraître aussi. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot, mais il faut, pour les amateurs de nouvelles, il faut absolument le découvrir aussi. Et puis, nous avons sur ce plateau Emily St. John Mandel, qui est une découverte pour nous tous, qui va nous parler de Station 11, paru aux éditions Rivage. Alors, Emily est traduite par Claudine Carpenter. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et puis, Pete et Dan, elle n'a pas peur, hein. 2 d'un coup, elle se fait, Sophie Aslanides. Merci beaucoup de prendre ce travail supplémentaire. Bon, alors, ma chère Sophie, c'est à toi de commencer pour nous présenter, nous dire un peu de quoi parle le premier livre avant qu'on en écoute un extrait. Oui, et puis surtout, je vais dire qu'on va démarrer avec Dan O'Brien dans le Dakota du Sud. On partira plus à l'ouest, dans le Montana, avec Pete Fromm, pour finir avec une vision globale du monde, d'un monde détruit, avec Emily St. John Mandel. Voilà pour le déroulé. Alors, pour résumer, Dan O'Brien, dans Wild Aldi, sous-titre « Des bisons à la terre et de la terre aux bisons ». C'est un roman autobiographique, comme l'étaient Les bisons du cœur brisé, un autre livre paru il y a plusieurs années au Diable Vauvert. Et Dan nous raconte son aventure d'éleveur de bisons dans l'entreprise qu'il a créée, qui s'appelle la Wild Aldi Buffalo Company, avec mon accent pas très bon. Et dans ce livre, il parle de la création de son nouveau ranch, le Cheyenne River Ranch, pour lequel il a quitté le ranch cœur brisé, le Broken Heart Ranch. Et comme le disait Maëd, vient de sortir également en France un recueil de nouvelles qui s'intitule Au domaine, qui sont des textes beaucoup plus anciens et dans lesquels vos personnages, Dan, sont plutôt des personnages ordinaires dans leur vie quotidienne, mais qui nous font voyager du Dakota au Montana, en passant par l'Iowa, le Minnesota, le Nebraska et même l'Alaska, et où le rapport de l'homme à la terre est toujours prépondérant, comme toujours dans les livres de Dan O'Brien. Je crois que maintenant, on va écouter un... Oui, alors je dis juste un petit mot de son histoire, si
qu'on nous raconte est vrai. Il est né dans l'Ohio, une région dévorée par la pollution, surnommée la ceinture de rouille depuis l'effondrement de l'industrie américaine dans les années 70. Dan O'Brien a dit dans une interview, mais est-ce vrai ? Avant 21 ans, je n'avais jamais lu un livre. Au lycée, il commence à se passionner pour les rapaces et la fauconnerie, une passion qu'il concrétise à l'université. Il y fréquente la bibliothèque. Une révélation. Pendant 5 ans, dit-il, j'ai passé l'essentiel de mon temps à lire tout ce qui me tombait sous la main. À l'époque, ma chance a été d'échapper au Vietnam à cause d'un problème de surdité. Biologiste pendant 14 ans, puis éleveur. Et ben voilà, maintenant, tout ce qu'il raconte dans ce livre, avec son grand amour pour ces bizarres animaux que sont les bisons. On écoute un extrait du livre déjà, tout de suite, avec Olivier Royer, qui nous en lit un extrait, en principe, un extrait du début du livre. Quand je sors la nuit sur la véranda de mon ranch, les vagues de couleurs immenses et agitées des lumières du nord viennent quelquefois à ma rencontre. Mais en d'autres saisons, je trouve des serpents à sonnettes enroulés sur eux-mêmes, ou un vent tellement froid qu'il peut vous geler la peau en un rien de temps. D'un point de vue économique, il est certain que le choix des grandes plaines m'a fait passer après ceux de mes contemporains qui ont opté pour la Nouvelle-Angleterre, la Californie ou les collines de Géorgie. Ceci dit, telle une femme amoureuse d'un ivrogne, je n'ai pas vraiment eu le choix. Voilà plus de 40 années que je vis au sein de la prairie et que je la partage de bon cœur avec toutes les autres espèces qu'elle abrite. Il m'aura fallu du temps pour comprendre que cet endroit n'est pas seulement un mélange chaotique de créatures occupées à se battre entre elles et faire valoir leur existence, mais un réseau de vie complexe qui lutte pour maintenir son équilibre. J'aime le vent qui me revigore tandis que je suis assis sur la véranda, même s'il est trop froid pour être supportable. C'est le souffle bruyant d'un seul être vivant, gigantesque, et dont je fais partie. Pendant une période allant de 1972 à 1990, j'ai travaillé comme biologiste, d'abord pour l'État du Dakota du Sud, puis pour le Peregrine Fund, une association à but non lucratif basée au célèbre laboratoire d'ornithologie de l'université Cornell. Comme je n'avais pas de formation académique en biologie, mes tâches étaient principalement celles d'un technicien, toujours saisonnier, toujours en déplacement à travers les plaines et les montagnes de l'Ouest. L'objectif était de participer à la réintroduction du faucon pèlerin, alors en voie de disparition, dans les falaises qui bordent le front des montagnes rocheuses. Mais je songeais sans cesse à l'ensemble de l'écosystème dont les oiseaux dépendaient, les innombrables kilomètres d'herbes vallonnées que nous appelons les grandes plaines. Merci. Merci Olivier, merci beaucoup. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que tous les lecteurs qui viennent ici participent à un atelier d'apprentissage de la lecture à voix haute à la Sorbonne, atelier animé par les livreurs. Voilà, on en revient à notre livre et à l'auteur, Dan O'Brien, qui dit qu'il est devenu chauve quand il a été éleveur de vaches parce qu'il se tracassait pour payer ses dettes et qu'il aurait du mal à payer ses dettes. Éleveur de bisons. Et il dit que c'est là qu'il est devenu chauve. Enfin bon, c'est une autre histoire. Alors, Maët l'a dit, vous êtes également fauconnier, mais en fait, vous êtes aussi professeur d'écologie et spécialiste des espèces en voie de disparition, et bien entendu écrivain et éleveur de bisons. Et vous êtes, comme Pete Fromm, qui est juste là, un des fers de lance de ce qu'on appelle le nature writing. Et Dan, moi, il me semble que pour vous, écrire, c'est assez indissociable de vos autres activités. Les espèces en voie de disparition, l'écologie, votre engagement pour l'écologie, votre amour des grandes plaines. Pour vous, toutes ces activités se répondent, se nourrissent?
et nourrissent votre travail d'écrivain? Yeah, my whole life seems to be up early in the morning and working usually by myself in some capacity. And, you know, being a rancher in a fairly desolate place, actually, and a writer complement each other. Oui, c'est ce qui fait l'essentiel de ma vie du matin au soir. Je travaille seule, que ce soit sur les terres du ranch ou à l'écriture. Ce sont deux activités extrêmement solitaires. If I need a people fix, I can always come to France. Et si les gens me manquent, je peux toujours venir en France. Mais c'était important de vous servir justement de ce travail-là que vous faites dans les Grandes Plaines, dans votre ranch, ce travail autour de... Disons que le fait de réélever des bisons dans les terres originelles permet également de retrouver l'écosystème qui existait avant, et que ça, c'est indispensable que vous en parliez dans vos livres. In a way, the answer is yes. I feel like I need that kind of activity to survive. But it's not particularly the buffalo. It's the entire ecosystem, from the grass on up. D'une certaine façon, oui, mais j'ai aussi besoin de cette activité d'élevage pour survivre intérieurement. Pas seulement élever des bisons, mais c'est élever depuis le premier brin d'herbe jusqu'aux autres créatures. Il y a vous avez parlé de solitude, on en parlera avec Pete Fromm tout à l'heure aussi. C'est une solitude voulue ou c'est le métier qui veut ça? I believe completely that solitude is a necessary element for a human being to be happy. On a slightly different subject, the reason I don't have any of my own children is long ago I decided that probably the greatest threat to the environment was too many people. And I didn't want to be culpable. Je vais répondre en deux temps. D'abord, je crois que la solitude est un élément absolument nécessaire au bonheur de l'homme. Et par ailleurs, je n'ai pas d'enfant et c'est un choix délibéré que j'ai fait il y a très longtemps parce que pour moi, la plus grande menace pour la planète, c'est la surpopulation. On peut dire que vous êtes assez radical dans vos décisions. Je vous racontais aussi dans ce livre toute la difficulté que vous avez eue à créer cet élevage de bisons et comment cette aventure qui est partie d'une manière très modeste est devenue quelque chose de très très important. Avec le déménagement et le changement de ranch. I take it as a compliment to be called an environmental radical. I think that we aren't radical enough. I think that we are in a crisis here on this planet. And you know, all the things we worry about every day are pretty small to what's going on behind the scenes. Être considéré comme un écologiste radical, je le prends plutôt pour un compliment. Ah, mais c'est un compliment, hein. It was meant. Je crois qu'on est confronté là à une très très grande crise. But I would like to say that the nexus between the way I feel about nature and the real world is in this book. I believe that capitalism is what we have,
it's what we're stuck with, and if we can find a way to turn it against itself, that we might get out of this crisis, and that's what we're trying to do. Et j'essaye d'expliquer dans ce livre que le système capitaliste est le système dans lequel on est coincé et qu'on ne peut pas y faire grand-chose si ce n'est essayer de le retourner contre lui-même. Et c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. Et c'est en tout cas ce que moi j'essaye de faire. Vous montrez bien dans le livre que tout cela a demandé beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, que le milieu naturel lui-même n'est pas facile. Mais vous montrez aussi dans White Healthy comment parfois il y a un fossé entre la société dite moderne, remplie de réglementations de plus en plus strictes, et la réalité sur le terrain. Et je pense notamment à l'aventure de la Buffalo Girl. Alors la Buffalo Girl, c'est une espèce de boucherie-abattoir ambulant dans un smirmorque que vous avez acheté, vous avez appelé des mécènes pour avoir l'argent, monter une société pour créer ça, pour pouvoir aider les Indiens à vendre aussi leur viande de bison. Vous voulez nous parler un peu de cette aventure ? Yeah, part of our, it's mixed up. The ecology and the social number in South Dakota has to do with Native Americans, and the Native American connection to buffalo is very strong. And so we did everything we can to foster that belief. I got more. L'écologie et les enjeux sociaux sont extrêmement intriqués. Dans le Dakota du Sud, la présence des Indiens est très forte et leur lien est très fort avec les bisons. We have our own herd of buffalo, about 400 buffalo, but we harvest buffalo from most of the tribes of the Lakota people, and we want to give them a way to participate in the capitalism that's destroying their world. Notre troupeau est d'environ 400 têtes de bisons et il y en a beaucoup qui appartiennent à la tribu Lakota. Et l'idée, c'est de leur donner les moyens de participer à ce système capitaliste qui les détruit. Alors, je ne sais pas, Sophie, on pourrait peut-être demander à Pete, quand ils se rencontrent tous les deux, ils parlent de quoi ? De biologie, de grands espaces, d'écologie Ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Dan and I met for the first time yesterday afternoon. And we started talking about, he told me he'd just been in Montana near where I live to bring buffalo back to South Dakota. That's what we talked about. Pour dire la vérité, Dan et moi, on s'est rencontrés pour la première fois hier et il m'a raconté qu'il était venu récemment dans le Montana, qui est l'endroit où j'habite, chercher des bisons pour les ramener dans le Dakota du Sud. Donc voilà, vous savez tout. Bon, je pense qu'ils vont continuer la conversation. Vous allez voir qu'ils ont beaucoup plus de liens que ça. Je vais poser une dernière question à Dan. Dan, vous écrivez à un moment dans le livre, on dit qu'on est chez soi là où on est heureux, mais ce jour-là, je me suis rendu compte qu'on est plus souvent chez soi là où on se retrouve coincé. Est-ce que c'est là toute l'ambivalence du retour à la nature et aux grands espaces, à la fois un travail écologique indispensable, un émerveillement quotidien, mêlé parfois au sentiment d'être coincé, d'être dépassé même? I think that's a good observation. I do feel that solitude, as I said before, very important, but the world encroaches
You know, we got the internet at home, we have the telephone rings. It starts ringing at 6 o'clock in the morning, and we turn it off at 9 at night. And so sometimes I have to like get away from that place to find my real home, I think. Oui, c'était une bonne observation. La solitude, comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement important. Mais quoi que vous fassiez, finalement, le monde s'immisce chez vous. Le téléphone sonne, chez nous, ça commence à 6 heures du matin, Internet, etc. Il y a des moments, vraiment, il faut que je disparaisse de là, que je m'éloigne pour aller retrouver ma paix intérieure. Voilà, je crois qu'on va... Alors, je voulais juste signaler aussi, parce qu'on pourrait discuter 1 heure autour des livres, avec juste des livres de Dan. Il y a aussi, bien évidemment, toute l'histoire familiale, c'est-à-dire que Dan n'est pas seul dans ce ranch. Il y a son épouse, la fille de son épouse et son gendre, et des amis très proches qui l'ont aidé, qui travaillent à ses côtés. Et je crois que c'est aussi un des éléments essentiels dans l'écriture de Dan, puisque dans Haut Domaine, on retrouve beaucoup aussi ces choses de filiation, de père-fils, de mère-fille. Enfin, c'est quelque chose qui me semble assez important aussi chez Dan. C'est une belle aventure humaine qui se lit comme un roman. Alors, on va passer maintenant au livre de Peter Fromm. Peter Fromm est né dans le Wisconsin. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Peu intéressé par les études, c'est par hasard qu'il s'inscrit à l'université du Montana pour suivre un cursus de biologie animale. Il vient d'avoir 20 ans lorsque, fasciné par les récits des trappeurs, il accepte un emploi consistant à passer l'hiver au cœur des montagnes de l'Idaho, à Indian Creek, pour surveiller la réimplantation d'œufs de saumon dans la rivière. Cette saison passée en solitaire au cœur de la nature sauvage bouleversera sa vie, et à son retour à l'université, il va mal supporter sa vie d'étudiant, et il va partir baroudé avant de s'inscrire à un cours de creative writing. Et voilà, c'est ainsi que l'on découvre un petit peu la vie de Pete Fromm à travers plusieurs livres, puisque maintenant il y en a 3 et 5, et c'est le 6e donc qui est édité par les éditions Gallmeister. Je rappelle qu'il a été traduit par Laurent Bury, et c'est un récit de sa propre vie, d'une nouvelle expérience dont tu vas nous parler, qui est magnifique aussi. Voilà. Alors effectivement, on va passer du Dakota du Sud et des bisons au Montana et aux œufs de poisson. Donc là, il y a une échelle qui va se réduire de façon assez drastique. Donc le Montana, Maëlle vient de le dire, c'est la terre d'adoption de Pete Fromm et l'endroit où se passe la majeure partie de ses livres. Sauf, effectivement, il y a un détour par l'Idaho dans Indian Creek. Et donc, dans Le Nom des étoiles, qui est paru en avril dernier chez Gallmeister, on retrouve, pour ceux qui connaissent, un récit dans la lignée d'Indian Creek, c'est-à-dire un récit autobiographique. Là, ce sont des textes, moi, je dirais d'introspection aussi, qui alternent entre votre séjour en 2004 au cœur de la Bob Marshall Wilderness, où vous êtes resté 1 mois pour suivre l'éclosion des œufs d'ombre. L'ombre, c'est un poisson d'eau douce qui est réintroduit dans la Sun River. Et mélangé à ce récit-là, il y a des souvenirs d'enfance et puis vos débuts comme ranger, le passage à Indian Creek, en fait, toute la fin des années 70 et les années 80. Maëlle, je crois qu'on va également écouter le début du texte. Il y a quelque chose de très important, c'est qu'entre-temps, entre ces 2 livres dont on parle, Indian Creek et celui-ci, c'est qu'il est devenu papa. Il est devenu père de et donc les 2 enfants, on va en parler tout à l'heure. Et que ça a beaucoup d'importance aussi à l'intérieur du livre. Alors on lit un extrait, on en découvre un extrait tout de suite. C'est Jean Jacomet qui va nous le lire. Alors Jean, il est très grand, il faudrait qu'il monte un tout petit peu le micro s'il veut bien. Je vois Guillaume qui regarde ça d'un œil circonspect. Voilà, tout va bien.
Pendant un moment, l'orage semble s'apaiser. Bourrasque monotone, pluie qui ne tombe plus vraiment, comme si le ciel même n'était fait que d'eau. Je me baisse pour regarder par la fenêtre de la cabane, examiner la couverture nuageuse, la colonne rouge du thermomètre qui atteint péniblement les 5 degrés, les rafales qui parcourent en vagues la prairie. Les accalmies instaurent presque le silence. On entend juste parfois crépiter les branches de sapin dans le poêle. Puis, le souffle accru du vent fouette les rondins de la cabane. La pluie tambourine sur les bardeaux de cèdre. Déjà 9 heures passées, et malgré le mauvais temps, je dois faire ma ronde de 16 km pour vérifier où en sont les œufs d'ombre. Ma tâche quotidienne. Je me tortille pour enfiler les vêtements depuis fatigués, le haut et le bas. J'ajuste les fermetures éclairs situées en bas de la veste pour dégager les sprays anti-ours et le revolver. Dehors, en plein vent, la pluie s'engouffre sous le bord du toit, me pique les joues, ruisselle dans le haut de ma barbe, tandis que je contourne la cabane, soulève chacun des volets conçus pour résister aux ours, malmène les haillons. La routine. Je m'engage ensuite sur les chemins boueux, par-dessus le monticule et parmi les arbres, vers l'ouverture du brûlis, le virage qui descend vers la North Fork, le bras nord de la Sun River. Marchant d'un pas laborieux, je me réchauffe un peu et je regarde les gouttes d'eau glisser sur mes bottes que j'ai graissées hier soir. Je regarde ma canne, piquer la boue, la cloche de vache que j'ai attachée à son sommet quasi silencieuse tant que j'avance lentement. C'est le genre de temps qui vous oblige à rester tête baissée sous votre capuche. Et je ne vois pas beaucoup plus loin que le chemin sous mes pieds, jusqu'au moment où je me mets à suivre les traces des ours qui se sont promenés cette nuit. Et là, il va se mettre à chanter très fort parce que il paraît qu'il faut chanter pour éloigner les ours. Pete, j'évoquais tout à l'heure avec Dan l'ambivalence entre l'émerveillement et la dureté du milieu. Chez vous, cette ambivalence, elle est encore plus multiple. Alors la première, c'est que vous semblez effectivement très heureux dans ce milieu sauvage, où on vous renvoie pour un mois alors que vous êtes tranquillement installé chez vous avec votre femme, vos 2 enfants, et puis là d'un coup il y a cette proposition d'aller se retrouver tout seul dans une cabane en pleine nature, et ça vous réjouit plutôt. Et puis vous montrez quand même bien les difficultés. Alors déjà, l'accès au site uniquement à cheval, avec les ânes qui portent le barda, etc. Et c'est très long une journée à cheval quand on n'est pas habitué, si j'ai bien compris, c'est assez douloureux. Le nombre de kilomètres à effectuer depuis la cabane, qui est votre campement de base, et les 2 sites où ont été installés les œufs, je crois que vous faites 16 km par jour, quelque chose comme ça. Bon, ce qui n'a pas l'air d'être un problème quand il fait beau, vous avez l'air d'aimer ça, mais comme là, il y a beaucoup de pluie, beaucoup de boue, d'un coup, les choses deviennent plus compliquées. Et puis, il y a cette petite peur quand même, puisqu'en fait, il y a des ours partout, et que vous avez quand même assez peur de servir de goûter aux ours. Donc, c'est ça qui vous intéresse, c'est cette quiétude et cette inquiétude permanente. It also sounded so much smarter in French. Ça avait l'air tellement plus beau et intelligent en français. I was very excited to do this because at first they told me where they put the eggs would be pretty close to civilization, and they'd be within a mile of a cabin.
So I thought, oh, my boys can come with me. And they were 6 and 9 years old. Later, they told me it was 25 miles away and that the eggs were 5 miles from the cabin, and that the cabin was going to be in the heart of the densest population of grizzly bears in the United States. At that point, my wife told me I would not be going with our children, but that she was okay with me going. Quand on m'a fait cette proposition, j'étais extrêmement content, d'autant qu'au départ, les œufs devaient se situer à peu près 1,5 km de la cabane où j'étais censée installer mes quartiers. Et là-dessus, je dis, chouette, je vais emmener mes 2 garçons qui, à l'époque, avaient 6 et 9 ans. Et puis, tout d'un coup, la semaine suivante, la distance a considérablement augmenté. On était arrivé à 15 km, là, ça commençait à être plus dur. Et finalement, on m'a avoué que c'était l'endroit où la population de grizzly était la plus importante. Et là, ma femme m'a dit, je n'ai aucun problème pour que toi, tu partes, mais pas nos enfants. And the fear of the bears was something I'd never really felt that for before. I'd been in bear country for 30 or 40 years, but suddenly they were everywhere. I was the only person back there. It was too early in the season, and they were following the elk around to feed on their calves as soon as the calves were dropped. And it's definitely a part of it. It's not my favorite part, but when you do see one stand up in front of you to see you better, and then turn and run and jump in a river and swim across the river and go up the other side and run away, that's a very good feeling. J'avais jamais vraiment éprouvé une peur des ours avant, et pourtant ça faisait 30 ou 40 ans que je vivais dans le pays des ours, enfin Bear Country. Mais c'était trop tôt dans la saison. Les ours sortaient chercher à manger, et je peux vous dire que quand on est nez à nez avec un ours et qu'on prend la tangente et on plonge dans une rivière et on s'en va en courant, en nageant en l'occurrence, et bien une fois qu'on est de l'autre côté, on est bien content. Et vous l'avez évoqué, il y a un autre paradoxe, c'est qu'à la fois vous aussi vous êtes heureux de cette solitude, mais alors ce bonheur est teinté, alors peut-être pas d'une mauvaise conscience, mais en tout cas d'une frustration. Et cette frustration, c'est qu'effectivement, à cause des ours, pour des raisons donc de sécurité, mais aussi de législation, les 2 bouts de chou, enfin 6 et 9 ans, vos 2 fils, n'ont pas pu être là. Et finalement, vous leur parlez dans la cabane comme s'ils étaient là, vous leur créez des boots en peau, tout le temps vous pensez à ce que vous auriez fait ensemble. Et vous parlez vous-même à un moment de sentiments contradictoires quand le séjour est réduit de 48 heures à la fin, où en fait vous êtes à la fois très frustré de partir 2 jours plus tôt, et vous dites vous-même, alors que je devrais être plein de joie de retrouver ma femme et mes enfants. It's contradictory. I said I'd met Dan yesterday, and actually I read his story collection 30 years ago, and listening to him talk about himself and his decision not to have children made me think, my God, this guy's just a braver version of me. And I didn't have children until I was 37, and I just felt like, yeah, it would be better for the world if I didn't, but there's something missing in me. And ever since then, it's been the best decision I ever made for me. You know, it probably sucks for the planet, but this was the first time I'd ever been away from him, and it was extremely difficult. Évidemment, c'est ambivalent. Dan, donc, que j'ai rencontré hier, je le connaissais en fait d'il y a 30 ans quand j'avais lu ses
ces nouvelles. Et quand il a parlé tout à l'heure de sa décision de ne pas avoir d'enfant, je me suis dit, mais il est beaucoup plus brave que moi. Moi, j'ai eu des enfants tard, à 37 ans, j'ai eu mon premier fils. Et je peux dire aujourd'hui que même si c'est probablement une décision vraiment nulle pour la planète, en tout cas, c'est la meilleure décision que j'ai prise pour moi. Turn me off. Ouvrir voilà. Allez-y. I'd like to just weigh in on the child thing because I don't have any children of my own. I like girls, believe me, but there's Jill, my wife, has 2 children, and we now have a 2-year-old grandson. And I agree with Pete, though I just met him. I have missed that grandson on this trip like I've never missed anyone. Juste pour compléter le sujet des enfants, je n'en ai pas. Hein. J'aime les femmes, hein, j'ai pas de problème de ce côté-là, mais ma femme a d'ailleurs 2 enfants et nous avons un petit-fils qui a 2 ans. Et je peux vous dire que la dernière fois que je suis partie longtemps, mon petit-fils m'a manqué terriblement. Donc je sais très bien de quoi parle Pete. Et puis ça aurait été trop dommage. Ces pages sont tellement pleines de tendresse par rapport à ces 2 enfants. Et la dédicace que vous avez faite au début de ce livre à mes parents pour m'avoir ouvert les portes et m'avoir laissé les franchir, on sent très bien que c'est ce que vous ferez vous aussi avec vos enfants et que c'est important pour vous. Oui. D'ailleurs, c'est pour les parents, moi j'avais noté une phrase, vous écrivez « C'est une vie entière qui m'a conduit jusqu'ici. Mes parents ont ouvert les portes. Ils ont autorisé un membre de la portée à devenir sauvage. » Et donc avec vos enfants, vous allez laisser un membre de la portée devenir sauvage. On s'éloigne de la littérature, mais... Yes, I've often been asked when I was Indian Creek, when I left for a winter of 7 months alone in the wilderness, I was 20, and I called my parents and said, "Hey, I'll call you in the spring. I'm going to go live in a tent in the wilderness. See ya." And as a parent, I very much became aware of what I had done to them. 40 years late, but. People ask me, would you ever let your kids do that? And all I can say is, of course, how could I not? It changed my life, and why would I not want them to experience something like that? Quand je suis partie à Indian Creek, j'avais 20 ans et j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, vous savez quoi, je vais partir vivre sous une tente dans la montagne, je vous rappelle au printemps prochain. Et 40 ans plus tard, je me rends compte de ce que je leur ai infligé. Mais évidemment que je vais ouvrir la porte à mes enfants et que je vais, j'espère, les laisser le plus librement possible explorer ces mondes-là, bien sûr. On va être obligé de quitter les grandes plaines américaines pour parler avec Émilie, et c'est un bonheur de parler avec Émilie. Bien évidemment, pour Dan et Pete, on aurait pu évoquer votre amour commun des tétras, votre fascination pour les étoiles. Dan a particulièrement une fascination pour Orion. Vous, Pete, le livre s'appelle « Le nom des étoiles », ce n'est pas par hasard, mais je pense que vous avez tout le festival pour continuer cette discussion. Il faut lire les livres surtout, pour vraiment découvrir... Et vous, lire les livres, absolument. Ces récits magnifiques. Voilà, alors on découvre maintenant le livre d'Emily St. John Mandel, Station 11, traduit de l'anglais par Gérard de Chergé. Emily est née au Canada. Elle est l'auteure de Dernière nuit à Montréal, paru en 2009. On ne joue pas avec la mort, 2010, et Les variations Sébastien en 2013. Tous ces livres ont été publiés en rivage noir. Et là, on va découvrir une histoire que tu vas certainement avoir plaisir à nous raconter, enfin, à nous résumer. À vous appâter. À nous appâter. Je suis sûre que tu vas très bien nous appâter, parce que ce livre est épatant en plus. Épatant. Alors, on va se plonger dans un monde post-apocalyptique.
En effet, dans ce roman, une pandémie de grippe de Géorgie tue la majeure partie de la population mondiale. Et Émilie nous fait suivre alors la destinée d'un grand nombre de personnages parmi les survivants dans leur tentative de continuer à survivre dans ce monde complètement détruit, ils sont isolés, et puis une tentative de reconstruction de ce monde. Et notamment, on va suivre une caravane qui est qui s'appelle la Symphonie itinérante, et elle est composée d'un orchestre de musiciens et de comédiens. Et cette caravane va de ville en ville jouer Shakespeare et faire des concerts. C'est aussi et surtout, et c'est quelque chose qui était déjà là dans l'œuvre précédente d'Émilie, un roman puzzle qui est fait de plein de flashbacks anté-pandémie et où l'on découvre finalement petit à petit les liens qui unissent tous les différents protagonistes. Et notamment, ils ont tous un lien plus ou moins direct avec un homme qui s'appelle Arthur Leander, qui est un comédien shakespearien. Et je crois qu'on va entendre le début qui va nous présenter, où on va voir pour la première fois Arthur. C'est le point de départ. Et puis je vous raconterai la suite après. Mais on ne racontera pas tout. Hein. Que nenni. Jean Dobtin qui va nous lire cet extrait. Le roi se tenait à la dérive, dans une flaque de lumière bleue. C'était l'acte 4 du Roi Lear, un soir d'hiver à l'Inglian Theatre de Toronto. En début de soirée, pendant que les spectateurs entraient dans la salle, 3 fillettes, version enfantine des filles de Lear, avaient joué à se taper dans les mains sur le plateau, et elles revenaient maintenant sous forme d'hallucination dans la scène de la folie. Le roi, titubant, essayait de les attraper, tandis qu'elles gambadaient çà et là dans les ombres. Il s'appelait Arthur Linder et avait 51 ans. Des fleurs ornaient ses cheveux. « Me reconnais-tu » demanda le comédien qui interprétait Gloucester. « Je me rappelle assez bien tes yeux » répondit Arthur, distrait par la version enfantine des filles. Ce fut à ce moment-là que la chose se produisit. Son visage se crispa, il trébucha et tendit le bras vers une colonne, mais, évaluant mal la distance, se cogna durement le tranchant de la main. « Au-dessous de la taille, ce sont des centaures, dit-il. Non seulement, ce n'était pas la bonne réplique, mais il la prononça d'une voix sifflante, à peine audible. Il nicha sa main contre sa poitrine à la manière d'un oiseau blessé. L'acteur qui incarnait Edgar l'observait attentivement. On pouvait encore croire à cet instant qu'Arthur était emporté par son rôle, mais au premier rang de l'orchestre, un homme se leva de son siège. Il suivait une formation de secouriste paramédical. Sa petite amie le tira par la manche en chuchotant avec irritation « Jivan, qu'est-ce que tu fais ?» Lui-même n'aurait pas su le dire. Derrière, dans les rangs, on lui murmura de s'asseoir, un placeur se dirigeait vers lui sur la scène, et la neige se mit à tomber. « Le roi Telé s'accouple » balbutia Arthur. « Le roi Telé » Et Jivan, qui connaissait très bien la pièce, s'aperçut que l'acteur était revenu une dizaine de répliques en arrière. « Monsieur » dit le placeur. Mais le temps était compté. Arthur Linder vacillait, les yeux dans les vagues, et il devint évident pour Jivan qu'il n'était plus dans la peau de Lear. Donc voilà, rien de mieux pour un acteur shakespearien de mourir sur scène en jouant le roi Lear, mais tout de même. Alors, pour revenir à notre sujet qui est quand même Into the Wild, Émilie, il me semble que vos précédents romans étaient plutôt très urbains. Et là, au contraire, la ville, en tout cas les grandes mégalopoles, sont plutôt symboles de danger. Et vos personnages les fuient pour partir sur les routes et traverser des paysages désolés. Et donc, contrairement à Dan et Pete, vos personnages n'ont pas vraiment le choix de cette confrontation aux espaces pleins de sauvagerie. Point
It's true, they don't have a choice. For me, that was a matter of considering the practicalities of what life in a post-apocalyptic world might look like, which is that one, of course, wants access to fresh water, which is why the traveling symphony moves along the lakeshore. I would assume that the cities would be quite dangerous in an environment like this. But to return momentarily to your comment about my previous novels being quite urban, they are, but the previous one, Le Variation Sébastien en français, the Lola Quartet in English, there was a clash of the wilderness coming up to the city and the city pushing against the wilderness in the subject I was tackling, which involved Florida's exotic wildlife problem and this extraordinary issue of canals delivering the wilderness into the suburbs. So there has been a little bit of tension in that regard, I would say, in some of my previous works. C'est vrai. Ils n'ont pas le choix, et c'était d'ailleurs un aspect qui m'intéressait, cette relation, les personnes qui doivent vivre dans ce monde post-apocalyptique et qui doivent lutter pour avoir accès à l'eau. C'est d'ailleurs pour cela qu'à un moment, un de mes personnages suit un lac. Cet intérêt pour l'environnement a toujours été présent, et pour revenir à ce que vous aviez dit sur mes romans précédents qui ont été dans un environnement plutôt urbain, certes, mais prenez par exemple la variation Sébastien, un de mes romans précédents, il y a ce clash entre le monde urbain de la ville et la nature. En Floride, par exemple, les canals qui amènent de l'eau aux banlieues des grandes villes ont des alligators. Et il y a cette tension entre le monde naturel et le monde urbain. Et cette situation post-apocalyptique vous permet de vous, mais aussi de nous, lecteurs, interroger sur la reconstruction d'un territoire, sur l'émergence de nouvelles frontières. Et c'est aussi la caravane qu'on suit qui vous permet de nous emmener justement et dans ces territoires et dans ces interrogations. A fascinating aspect for me in writing this book was imagining what a post-human wilderness might look like. That, we've all seen the parking lot with cracks in it and grass and even small trees growing up through the gap. You can go to a place like Detroit and see that replicated across entire city blocks. An interesting thing for me to realize in terms of the territory through which the symphony would walk is that it would be devastated. I by no means would want to live in that world, but it would also be beautiful. You imagine this new world of trees growing up through houses and vines covering the mailboxes and buildings collapsing and new wildernesses emerging. So it was actually fascinating to think about how beautiful and, frankly, how peaceful it would be. Oui, c'est vrai que une chose que j'ai trouvée très intéressante quand j'ai écrit ce roman, c'était justement penser à ce monde post-apocalyptique et un monde post-humain et cette nature qui reprend le dessus. On connaît tous les parkings, les garages où il y a quelques fissures dans le sol et l'herbe pousse, parfois un arbuste, etc. Aller à Détroit, par exemple, eh bien, il y a des quartiers entiers où on voit la nature qui reprend un peu ses droits. Or, le territoire que parcourt la caravane est un territoire dévasté, et c'est effrayant. Personnellement, je ne voudrais pas y vivre, mais il y a également une certaine beauté. Imaginez par exemple les boîtes aux lettres qui sont recouvertes par des vignes, les immeubles qui s'effondrent pour laisser la place à cette nouvelle nature, ce nouveau monde très sauvage. Et c'est je pense que dans une certaine mesure, il y a une certaine paix qui émerge également. Dans Station 11, au contraire d'une solitude recherchée, comme pour Dan et Pete,
La survie de vos personnages semble passer par le groupe. Alors évidemment, j'ai parlé de la caravane, mais je pense aussi à l'un des personnages dont on a entendu parler, Jiwan, qui lui vit dans une colonie. Et il y a un passage où il décrit toute l'émergence des colonies. Il y a l'apparition de sectes, qui est aussi un phénomène de groupe. Et puis il y a ce groupe bloqué dans un aéroport qui fonde un musée de la civilisation. Donc dans ce monde-là, la solitude, c'est le danger, c'est l'ennemi. That's interesting. The truth is, very few of us are equipped to survive in solitude on our own. I mean, I grew up in, I wouldn't call it wilderness. It wasn't extremely rural, but you know, we did split firewood and do all those things. I'd go fishing with my dad. I wouldn't be able to survive alone in a post-apocalyptic wilderness. I would need people around me who had other skills to complement mine. And I think that that's the case for most of us in an increasingly urbanized world, that we like to imagine that we could just set out and be pioneers in some kind of new world. But how many of us actually know how to take care of a horse, how to change a horseshoe, you know, the most basic things? So yeah, it was again a matter of thinking of the practicalities of survival, that probably most people would be dependent on finding a group. Une question que j'ai trouvée assez intéressante était liée au fait que peu d'entre nous pourraient survivre tout seuls dans ce monde post-apocalyptique. J'ai grandi, pas dans les grands espaces, mais j'ai grandi dans un espace rural où on coupait le bois, je suis allée pêcher avec mon père et d'autres choses. Mais je pense personnellement que je ne pourrais pas survivre dans un monde post-apocalyptique et que j'aurais besoin d'autres pour survivre, des compétences des autres. Parce que plus le monde devient urbain, si on pense à soi vivant tout seul, ça devient de plus en plus infaisable. Combien d'entre nous sont capables, par exemple, de s'occuper d'un cheval? Combien d'entre nous savent changer des fers à chevaux? Et ce sont ces questions de pratique qui m'intéressaient. Et pour cela, on a besoin du groupe pour survivre. Alors avant que Maët me fasse signe qu'il est 19h, je voudrais juste évoquer... Non, je faisais signe qu'il y avait 2 personnes sur ce plateau qui étaient sans doute capables de changer les fers d'un cheval. Je voudrais qu'on termine avec une lueur d'espoir, parce que ce livre peut avoir l'air assez noir comme ça, mais j'ai parlé de cette troupe, donc musique, théâtre. Vous avez compris qu'il y a un grand rapport avec Shakespeare, puisque Arthur meurt en genre le roi Lear, mais finalement la troupe ne joue après l'épidémie, ne joue que du Shakespeare. Et moi, il me semble que vous lancez une piste, en tout cas une réflexion essentielle, qui serait et si, pour échapper à la violence, à la laideur du monde, c'était la culture qui redonnait du sens à notre monde. Est-ce que c'est une bonne piste? Yes, and I'll keep this very brief since we are out of time, but I think that culture can be the antidote to chaos. Oui, je serai brève parce que nous avons peu de temps, mais je pense que la culture permet justement de lutter contre le chaos. Eh bien, je crois c'est la phrase de la fin absolument merveilleuse. Ouais, mais je voulais dire que c'est un livre, c'est vrai, très original. L'histoire est très originale. Les personnages sont extrêmement attachants. Et c'est aussi certains personnages sont effrayants parce qu'ils nous montrent de la manière dont certains peuvent manipuler les autres. J'ai parlé de secte tout à l'heure. Et ça nous fait penser quand même à des situations actuelles qui font un petit peu peur. Voilà. Merci infiniment à Pete Fromm, Dan O'Brien et la grande Emily St. John Mandel. Et je laisse la parole finale à Maët qui va vous redonner l'ensemble des titres.
Voilà, alors je rappelle les titres. Donc, Au Domaine, c'est un livre de nouvelles que Dan, qui vient d'être réédité par les éditions Au Diable Vauvert. Voilà. Puis il y a donc Wild Heidi, dont nous avons longuement parlé, qui est paru il y a un petit peu plus longtemps, mais qui est absolument magnifique à découvrir. Il y a celui de Pete Fromm, paru chez Gallmeister, Le Nom des étoiles, très très beau livre aussi. Et puis ça, ce sont plutôt des récits. Et ici donc ce roman d'Emily St. John Mandel, paru aux éditions Rivage, Station 11. Et puis je voudrais remercier les traductrices, bien sûr. Merci à Claudine, merci à Sophie, bien sûr. et puis à l'autre Sophie, celle qui a animé ce plateau, Sophie Quetteville, et qui vous a donné certainement envie de continuer la rencontre avec les auteurs en lisant leurs livres. Sophie Quetteville, comme je le disais, libraire d'un jour, libraire toujours. Mais voilà, merci Sophie. Pete, il voudrait dire quelque chose. I think I speak for everyone up here. It's really hot. And you could travel the entire United States and not drive this many people into a room to hear people talk about literature. I just would really like to say merci beaucoup for being the best readers on the planet. Je vais vous dire, il fait vraiment super chaud. Et aux États-Unis, on n'arriverait jamais à rassembler autant de personnes pour entendre parler de littérature. Alors j'ai très envie de vous dire merci beaucoup. Bravo. Allez, à vous tous, merci. On a encore un dernier plateau. On finira à 20h avec Xavier Capodano, le libraire.